Bonjour à toutes et tous. En introduction à ce colloque organisé par le CCGPF, il m'a été demandé de porter un regard historique sur les liens qui peuvent exister entre le service public ferroviaire et la sécurité, qu'il s'agisse des circulations ou du personnel. Alors, il est difficile de traiter un tel sujet en quelques minutes, car il s'agit de couvrir presque 2 siècles d'existence du transport ferré dans notre pays. Je vous demande donc d'accepter mes excuses pour le caractère synthétique de cette intervention. La notion de service public ferroviaire n'est pas celle qui a prévalu à la création du transport par rail français à partir de 1837. Ce sont des compagnies privées qui se sont lancées dans ce mode de transport, avant tout pour réaliser un acheminement massif de marchandises que ces entrepreneurs produisaient à une époque où la locomotion se faisait de manière lente et en petite quantité. C'est ainsi que de grands industriels se sont partagés la France sous forme de réseaux en étoile, avec au centre Paris, et qu'ils ont exploité. Le chemin de fer s'est développé, mais dans des conditions très douloureuses, à la fois pour les ouvriers qui construisaient les lignes, et souvent d'ailleurs des travailleurs immigrés très maltraités, comme pour les agents des entreprises ferroviaires dont les conditions de travail comme les salaires n'étaient pas à la hauteur des contraintes. Le transport de voyageurs est venu dans un second temps, d'abord réservé aux classes sociales les plus aisées, pour peu à peu se démocratiser. C'est dans ce contexte que s'est forgé le syndicalisme cheminot pour revendiquer une amélioration des conditions de vie et de travail de ces miséreux de la voie ferrée, comme les nommait Jules Grandjoin sur son affiche de 1910. Les esquisses de statut de cheminot viennent de cette période. Il s'avère nécessaire de fidéliser le personnel pour avoir les agents formés et qualifiés afin de garantir la sécurité des transports ferrés. Pour ce faire, il fallait des conditions sociales plus attractives, à l'exemple du premier régime de retraite particulier et de l'amélioration des conditions de travail. Et ce seront les arrêtés du ministre du Travail Baudin qui vont réglementer ces éléments au tournant du XXe siècle. Il faut noter que c'est le réseau État, et notamment lorsqu'il prend possession du réseau Ouest en 1909, qui sert de référence concernant les améliorations de conditions de travail, la prévention en matière de sécurité du personnel et la rigueur réglementaire pour ce qui concerne la sécurité des circulations. Ce premier statut fut créé sur le réseau État en 1912 et va servir de base au futur statut des cheminots. Après la Première Guerre mondiale, le transport ferroviaire s'avère indispensable pour la reconstruction du pays. En 1920, au regard de l'incapacité des compagnies privées à répondre aux besoins de la nation, il est donc créé un statut applicable à toutes les entreprises et à l'ensemble du personnel des chemins de fer sur la base de celui du réseau État. Malgré cela, les entreprises privées qui géraient le trafic ferroviaire ont montré leur inaptitude à réaliser un transport ferré de qualité et en toute sécurité. Les accidents sont nombreux, tant au niveau des circulations qu'à celui du personnel. Pour faire face à cette situation, la décision est prise de fonder une contractualisation entre l'État et l'ensemble des compagnies, afin d'unifier le système ferroviaire sur des bases réglementaires, qu'il s'agisse de la gestion de la sécurité ferroviaire et des circulations, comme des droits et devoirs du personnel. En échange de cette contractualisation avec les sociétés privées, l'État s'engage dans un investissement sur les infrastructures pour permettre le développement et la modernisation du réseau. De plus, le chemin de fer va être progressivement confronté à la concurrence nouvelle qui tendait à se développer, la route. Les besoins de transport sont en constante évolution. La pertinence du ferroviaire est dépendante de sa capacité à réaliser du transport de masse, qu'il s'agisse de voyageurs comme de marchandises, afin de répondre aux besoins des usagers, qu'ils soient individus ou des chargeurs. La deuxième étape cruciale arrive avant la Deuxième Guerre mondiale. Malgré la contractualisation avec l'État et l'unification par le statut, les entreprises privées font la preuve de leur incapacité à répondre aux nécessités croissantes. Les investissements publics sont colossaux et malgré tout, la qualité, la régularité et la sécurité des transports ferrés ne sont pas au rendez-vous. L'avènement du gouvernement de Front populaire va permettre de changer radicalement la donne. Dans un premier temps, c'est la création d'une convention collective concernant le personnel, avec un droit d'intervention beaucoup plus important des salariés par leurs représentants au sein de diverses commissions. Puis, c'est la reprise en main de la puissance publique par la création de la société anonyme SNCF, détenue à 51% par l'État et 49% par les actionnaires représentant les anciennes compagnies, par la Convention du 31 août 1937, applicable au 1er janvier 1938, et le contrat est fixé pour une durée de 45 ans.
Il est créé à cette époque une véritable famille cheminote avec des règles communes, des droits communs, une association du personnel aux évolutions technologiques et réglementaires. Cette unification totale du système ferroviaire et de son personnel permet une amélioration de la formation, de l'appropriation et de l'application des règlements. Être cheminot, c'est un engagement, c'est un état d'esprit de corps pour faire des trains à l'heure et en toute sécurité. Nous entrons dans une période où intégrer la SNCF se fait par choix de servir la nation, en acceptant les contraintes du service public avec des compensations sociales associées. Être cheminot, c'est aussi être protégé par une médecine interne de prévention, des règles très strictes sur la sécurité du personnel, adossées à une formation. Les anciens disaient aux jeunes embauchés, la SNCF, c'est l'armée plus la discipline. Cette comparaison est significative du sens donné au travail de cheminot, servir la nation par un service public de qualité et sûr. En 1950, une évolution apparaît, c'est celle de créer un statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. Car la loi du 11 février 1950 rendait aux entreprises la liberté de discuter avec les salariés des conditions de travail et des salaires sans intervention de l'État. C'est l'abandon des décrets parodies d'après-guerre. La SNCF et la RATP furent exclus de ces dispositions législatives au nom du service public. Le statut du personnel de la SNCF fut donc créé avec une commission mixte du statut, permettant de discuter des évolutions de ce texte entre l'État, la direction de l'entreprise et les organisations syndicales représentant les salariés. Le statut a maintenu l'unicité de l'entreprise et de son personnel autour de sa vocation de service public national. Et les règles concernant la sécurité du personnel et les circulations ont été maintenues et même renforcées. Le statut, c'est aussi le droit de dire non quand les règles de sécurité en vigueur ne sont pas respectées. Ce droit est non seulement possible, mais il est encouragé dans une entreprise publique. Il est beaucoup moins toléré face au patronat d'une entreprise privée. En 1982, un choix devait être fait car l'échéance des 45 ans de la Convention de 1937 arrivait. Libéralisation et privatisation du système ferroviaire français ou maintien de l'entreprise publique unique et intégrée des services publics ferroviaires. Voilà les deux voies envisagées et possibles. C'est donc le choix politique par la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs portée par Charles Fitterman, de faire de la SNCF un établissement public, industriel et commercial qui est fait. L'entreprise 100% publique, unique et intégrée des services publics, la SNCF, est créée. Pour tous les cheminots, cette dimension de garder un service public ferroviaire réalisé par la SNCF est primordiale. Il y a cette fierté d'appartenir à une entreprise qui devient, en matière de transport ferroviaire, un fleuron européen et même mondial avec le TGV. Il y a cet attachement à assurer un service public fiable et sécur pour l'ensemble du territoire national. Dans la période qui va nous amener à la fin du XXe siècle, il y a de la conflictualité sociale, mais lorsque l'image de l'entreprise est écornée, l'ensemble du personnel est soudé. Il y a cette ambition partagée de remplir cette mission de service public avec le plus de rigueur possible, notamment sur les questions de sécurité. À chaque défaillance du système, qui se traduit quelquefois par des accidents très graves, c'est toute l'entreprise et tout le personnel qui se mobilisent pour pallier la défaillance. Je voudrais prendre 3 exemples pour illustrer mes dires. Déraillement du train Paris-Nice dans le Vaucluse en 1983 par une rupture d'essieu à la suite d'une boîte chaude. Immédiatement, l'entreprise se mobilise pour installer sur toute la France des détecteurs de boîtes chaudes. Les agents de l'équipement, du matériel, de l'exploitation, de la conduite des trains sont formés simultanément aux procédures à mettre en œuvre en cas de DBC. Dans un temps record, les boîtes d'essieu à coussinets reçoivent une attention particulière avant d'être remplacées par des boîtes à rouleaux et la surveillance est accrue. Accident de Flojac, né en voie unique en 1985. Sans tarder, des dispositifs d'arrêt automatique des trains sont créés par l'ingénierie de la SNCF et installés à la sortie des gares de voie unique. L'ensemble du personnel de tous les services, voies, matériel, exploitation, traction, ASCT, sont formés à ce nouveau dispositif en quelques mois. Accident de la gare de Lyon à la suite d'une défaillance du freinage et intervention du conducteur sur plusieurs organes de frein, 1988. En moins de 3 mois, l'ensemble des conducteurs sont formés à une évolution des essais de frein à réaliser en cas d'intervention en ligne à la suite d'un blocage des freins. À chaque fois, ces retours d'expérience et les dispositifs mis en œuvre pour apporter une réponse en matière de sécurité mobilisent les différents services et il y a une mise en commun solidaire du professionnalisme de tous les cheminots pour ne plus que cela se reproduise. Parce qu'il y a une prise de conscience partagée que c'est le service public dû à la nation qui n'a pas été garanti.
C'est l'image de l'entreprise et à travers elle l'image des cheminots qui est ternie. Personne n'essaie de reporter le tort sur tel ou tel service ou sur tel ou tel agent. La probité de l'entreprise et le devoir de service public concernent tous les services et tous les agents SNCF. Faire du transport ferroviaire le mode le plus fiable en matière de sécurité et de régularité est un souci de chaque cheminot. Cette notion de service public, continuité de service, égalité de traitement de tous les usagers, fret et voyageurs et sur tout le territoire, et adaptabilité par les réponses aux besoins évolutifs de la nation et de son peuple, est ce qui lie le personnel de la plus petite qualification au cadre dirigeant. Et dans ce contexte, la sécurité des circulations prime sur toute autre considération, car chaque cheminot a un devoir de transporter des personnes et des biens en toute sécurité. À partir de la fin du XXe siècle, nous entrons dans un autre monde. Il y a les directives européennes, dont la 91-440 sur la séparation des gestionnaires d'infrastructures, les 95-18 et 95-19 sur l'attribution des licences et la répartition des sillons. Cela aura une traduction en France par la loi de 97 portant la création de RFF. C'est un premier bouleversement qui est présenté sur le seul plan économique, mais l'économie influe sur la sécurité, car c'est elle qui va progressivement dicter la stratégie d'entreprise. Il y a les livres blancs européens de 96-2001 qui poussent dans le sens de la libéralisation, puis il y a les paquets pour la libéralisation du ferroviaire en Europe et l'ouverture à la concurrence, 2001 pour le fret international, 2004 pour le fret national, 2007 pour le voyageur international et 2016 pour le voyageur national. Dans cette logique, il y a la feuille de route dictée par le gouvernement à Guillaume Pépi en 2008, exigeant l'équilibre des comptes et un désengagement progressif de la puissance publique. Cet ensemble modifie considérablement la donne. D'ailleurs, la SNCF, entreprise publique et intégrée des services publics, va disparaître pour devenir SNCF. L'article là est supprimé pour remplacer le service public jugé obsolète par une marque commerciale. Au niveau national, il y a les lois de décentralisation et l'attribution progressive aux régions des compétences en matière de transport sur leur périmètre. Et c'est alors une relation commerciale et contractuelle entre les autorités organisatrices régionales et la SNCF. Il n'y a plus un service public ferroviaire, mais un service public régional, un service public national pour les trains dits d'équilibre du territoire et un service commercial avec le TGV et le fret. Cet éclatement du transport ferré va se traduire par un éclatement du personnel au sein de plusieurs entités indépendantes. À cela s'ajoute la loi de 2014 abrogeant la loi de 97 pour séparer l'entreprise en plusieurs épiques, et puis celle de 2018 qui passe à un nouveau stade de transformation vers la libéralisation du rail français par la transposition des épiques en société anonyme et la création de la SAS Fret. Et je ne reviendrai pas sur le sort plus récent et très mauvais fait à Fret SNCF. À partir de là, tout est modifié. Les cheminots n'appartiennent plus à la SNCF, mais à une entité. Des relations commerciales s'instaurent à tous les niveaux. On l'a vu entre autorités organisatrices régionales et entités régionales à terre de la SNCF, mais aussi entre l'État et SNCF Voyageurs pour les trains intercités, entre SNCF Voyageurs et Fret et SNCF Gare et Connexion ou SNCF Réseau, et même au sein d'une même SA, ce sont des relations clients-fournisseurs qui s'établissent entre services. Et pour en rajouter une couche, depuis 2020, les cheminots ne sont plus régis sous le même statut, donc l'unicité de la famille cheminote est fracturée. De plus, sur les lignes ferroviaires françaises, ce sont progressivement des cheminots appartenant à plusieurs entreprises qui circulent, d'abord au fret, puis sur les grandes lignes, et maintenant sur les TER et peut-être demain sur les intercités avec les appels d'offres. Y a-t-il un impact de cette libéralisation du système ferroviaire sur la sécurité? Vous allez devoir en débattre. Ce que l'on constate, c'est que le changement d'approche de la sécurité, la libéralisation du rail a fait que les critères économiques sont devenus prépondérants sur tout. Cela nous fait passer d'une culture de sécurité prioritaire, gage d'un service public dû à la nation, à une culture de sécurité calculée en fonction de critères économiques et de relations commerciales. C'est comme cela qu'on arrive à la circulation agent seul, à la suppression des autorisations de départ par un agent sédentaire. C'est ainsi que l'on a supprimé des brigades de voies et élargi le périmètre d'intervention des agents. Et l'accident de Bretigny-sur-Orge n'a rien changé à la stratégie. C'est ainsi que l'on a allongé les pas d'entretien au matériel et mis en place la visite à l'organe. Ce sont des études statistiques dans le seul but de réduire les coûts de production qui dictent la stratégie d'entreprise. Et cela a fait perdre la visée de placer la sécurité comme un pilier de la production ferroviaire.
La recherche d'économies par la réduction d'effectifs a produit également la sous-traitance dans des domaines comme l'entretien des voies et du matériel ou la sécurité des usagers et des biens à la place de la surveillance générale. Avec des agents qui ne sont plus motivés par l'excellence due au service public, mais par les injonctions patronales de réduction des coûts de production et d'augmentation de la productivité pour dégager des marges financières. La sécurité passe mécaniquement en arrière-plan. Et c'est ainsi que des rames neuves touchent les quais de gare en région Occitanie ou que des rames à 2 niveaux heurtent la voûte des tunnels en courbe sur la région PACA. Avec la sous-traitance à outrance, il n'y a plus aucune coordination entre les activités d'exploitation, matériel et équipement, car les agents n'appartiennent plus à la même entreprise et chacun doit œuvrer selon les intérêts de son entreprise et non de l'intérêt général. L'illustration dramatique est l'accident d'Eckersheim en 2015. L'enquête a montré que l'absence de coordination entre différentes entreprises, SNCF et sous-traitants, qui intervenaient sur la rame d'essai sont une cause majeure de l'accident. Depuis les mesures de libéralisation, force est de constater que la prévention des risques n'est plus la même. Traduction, lorsque l'on ne se donne plus les moyens d'assurer la sécurité, ce sont les trains qui sont supprimés, qu'il pleuve, qu'il fasse du vent, qu'il neige ou que les feuilles tombent des arbres. Nous avons connu une époque où, quand plus rien ne roulait sur la route et que les avions étaient bloqués au sol, seule la SNCF assurait le transport des biens et des personnes, parce qu'un service public se devait d'assurer la continuité du service. Aujourd'hui, se comportant comme une entreprise commerciale, elle appréhende le sujet de manière différente. Dans les meilleurs des cas, elle se satisfait de rembourser les usagers devenus des clients. Pour les trains du quotidien, c'est débrouillez-vous, quitte à payer une amende à l'autorité organisatrice. En conclusion, historiquement, on a essayé, il y a plus de 2 siècles, de confier le transport ferroviaire à des compagnies privées. Le résultat fut si peu probant que la France a fait de cette activité un service public pour répondre aux besoins du pays, pour la qualité, mais surtout pour la sécurité des circulations et du personnel. Plus récemment, certains pays se sont fait les précurseurs de la libéralisation, à l'exemple de la Grande-Bretagne ou de la Suède. Aujourd'hui, le bilan est si négatif que la reprise en main par l'État est envisagée pour apporter une réponse aux défaillances des sociétés privées. Certains pays, pourtant à la pointe du libéralisme économique, ont fait le choix de garder des entreprises ferroviaires publiques uniques et intégrées, à l'exemple du Luxembourg ou de la Suisse, dans un souci d'efficacité et de sécurité. L'histoire nous apprend donc que le service public du transport ferroviaire réalisé par une entreprise publique unique et intégrée a été un facteur décisif pour garantir la sécurité des biens et des personnes et des cheminots. À vous maintenant de porter un regard sur le présent en espérant que l'histoire a un peu éclairé ce présent et puis de définir les choix les plus pertinents pour l'avenir. Je vous remercie.